Intervalle de fluctuation, échantillonnage. À quoi cela peut-il bien servir? Je vous propose le problème suivant pour faire l'introduction de cette vidéo et essayer de mesurer les enjeux de ce chapitre. Dans une région où il y a autant de femmes que d'hommes, les entreprises sont tenues de respecter la parité. Il y a autant de femmes que d'hommes, cela veut donc dire 50% de femmes, 50% d'hommes. L'entreprise A a un effectif de 100 personnes, composé de 43 femmes. L'entreprise B a un effectif de 2500 personnes, composé, lui, de 1150 femmes. Premier raisonnement, niveau collège, pour savoir laquelle des deux entreprises respecte le plus la parité. 43 femmes pour 100 personnes, c'est facile, 43% de femmes dans l'entreprise A. Entreprise B, 1150 sur 2500, 46% de femmes. On a donc envie de dire que l'entreprise B, étant plus proche des 50%, respecte le plus la parité. De toute façon, on ne pourra pas obtenir le 50%, donc c'est à peu près proche de 50%, plus en tout cas que 43. Oui, mais justement, c'est ce à peu près qui me chagrine un petit peu ici et qui va être justement tout l'enjeu de ce chapitre. Peut-on mesurer cet à peu près là? L'entreprise B semble donc être plus en phase avec la loi. Mais la taille de l'entreprise, quand même, 2500 personnes, n'apparaît pas très fortement dans ce calcul de proportion. Vous avez vu ensuite, en classe de seconde, en tout cas votre professeur vous a donné une théorie, sans pouvoir vous l'expliquer, selon laquelle, si vous effectuez un échantillonnage de la population, vous mesurez dans cet échantillon de taille n la fréquence f d'apparition d'un caractère, de proportion p, vous avez les deux hypothèses qui vous sont rappelées. Alors, qu'est-ce que l'on obtient? Dans au moins 95% des cas, la fréquence doit appartenir à l'intervalle qui est proposé ici. Vous ne savez pas trop d'où sortait cet intervalle, on va essayer justement de le justifier en classe de terminale, mais en tout cas on vous a donné cette théorie-là en classe de seconde. Et vous voyez bien ici que dans l'intervalle qui est proposé, le n apparaît à la fois pour la borne supérieure et la borne inférieure. Reprenons le cas particulier de l'entreprise A et l'entreprise B. La fréquence, donc, 43 sur 100, 0,43. Par contre, l'intervalle proposé par le cours de seconde est ici 0,5 moins 1 sur racine de 100, 0,5 puisqu'il y a une femme sur deux dans la région, 0,5 plus 1 sur racine de 100 pour la borne supérieure. On obtient donc l'intervalle 0,4, 0,6. On voit ici que la fréquence mesurée sur notre échantillon représenté par l'entreprise A appartient à l'intervalle I. Dans l'entreprise B, 1150 divisé par 2500, 0,46. Mais cette fois-ci, l'intervalle va changer. La proportion P n'a pas bougé. Mais par contre, ici, le 1 sur racine de 2500 fait intervenir la taille de l'entreprise B. Et nous obtenons le deuxième intervalle lié à l'entreprise B, 0,48, 0,52. Avec, cette fois-ci, le cas particulier de voir que la fréquence n'appartient pas à cet intervalle-là. Or, avec la théorie qui vous a été proposée, dans 95% des cas, la fréquence devrait appartenir à l'intervalle de fluctuation proposé. On peut donc dire que l'entreprise A est plus en phase avec la loi, en tout cas à 5% d'erreur près. C'est ce que l'on appelle donner un intervalle de fluctuation, et puis j'anticipe un petit peu sur la suite du cours, rejeter ou non l'hypothèse qui consiste à prendre P comme valeur pour le caractère mesuré. La problématique est donc la suivante. Vous avez une population, dans notre exercice c'était la région, un caractère C, être une femme dans l'exercice, et une proportion P qui est connue. J'insiste là-dessus, vous connaissez la proportion P d'un caractère C à l'intérieur de la population. Vous allez effectuer un échantillon, effectuer un échantillonnage, c'est-à-dire prendre un échantillon de taille n, et vous allez mesurer à l'intérieur de cet échantillon de taille n la fréquence d'apparition du caractère C. Et vous allez ensuite chercher à vérifier si l'échantillon de taille n reflète
avec une erreur de 5%, la proportion d'apparition P, qui est connue, j'insiste vraiment là-dessus, du caractère étudié. C'est ça que l'on appelle effectuer un échantillonnage. Nous avons vu en classe de première comment donner un intervalle de fluctuation à 95% qui était exact. On s'intéresse à un caractère C, de proportion P dans une population, on prélève un échantillon aléatoire de taille n, et on va considérer la variable aléatoire xn, qui va dénombrer le nombre d'individus de cet échantillon présentant ce caractère. Cette variable aléatoire suit la loi binomiale BNP. Et ce que l'on peut faire, c'est déterminer assez facilement un intervalle de la forme I égale à B, avec A et B qui sont des entiers, qui sont définis de cette manière-là. La probabilité que xn soit plus petit que A est inférieure ou égale à 0,025. La probabilité que xn soit plus grand que B est supérieure ou égale à 0,025. Je vous l'ai représenté sur ce schéma-là ci-dessous. Voilà, cette probabilité-là que xn soit plus petit que A est plus petite que 0,025. La probabilité que xn soit plus grande que B plus grande que 0,025. Qu'est-ce que vous obtenez à l'intérieur de cet intervalle AB? Ben, vous obtenez en fait un intervalle qui va concentrer au moins 95% des valeurs de xn. Donc la probabilité que xn appartienne à AB est supérieure ou égale à 95. Concrètement, puisque nous c'est une approche fréquentiste qui nous intéresse, on va regarder Fn, qui est la variable aléatoire définie par xn sur n, qui va correspondre donc à la fréquence dans l'échantillon. Il nous suffira de prendre comme intervalle I égale A sur n, B sur n, où A et B ont été déterminés tels que ci-dessus, et on pourra dire que vous allez avoir au moins 95% des valeurs de Fn qui sont contenues dans cet intervalle-là. Alors je fais une toute petite aparté par rapport à l'exercice, la vidéo qui va arriver juste après celle-ci, un exercice qui relie un petit peu ce que l'on voit en terminale et ce que vous avez vu en première S. Donc dans la pratique, on ne détermine pas A et B tels qu'ils ont été définis, mais en fait, vous allez calculer la probabilité que xn soit plus petite que A et vous allez prendre une valeur supérieure à 0,025, ce qui va vous permettre de déterminer A. Ensuite, B est déterminé de cette manière-là. Vous calculez la probabilité que xn soit inférieur ou égal à une certaine valeur, qui doit être supérieure ou égale à 0,975. Vous regardez soit votre logiciel GeoGebra, l'exercice est fait dans la vidéo suivante, soit sur votre calculatrice en tabulant, et vous obtenez les valeurs de A et B. Mais ce n'est pas un exercice très marrant. Et heureusement, arrive la classe de terminal S avec sa loi normale de paramètres N et P. Alors, je vous ai remarqué en dessous le théorème principal du cours sur l'intervalle de fluctuation échantillonnage. Il n'est a priori pas facile à lire ici, je vais essayer dans les quelques minutes qui viennent de vous en donner une lecture un petit peu plus éclairée. Qu'est-ce qu'il est important de retenir? C'est le théorème fondamental vu dans le cours précédent, qui est que vous pouvez approcher une loi binomiale de paramètres n et p par une loi normale de paramètres n et p. C'est le théorème de Moivre-Laplace qui est caché derrière. Je reviens dans le cours précédent. Soit alpha appartenant à 0,1, dans le cas concret, c'est ce qu'on appelle le taux d'erreur qui va être accepté. Généralement, on prend 0,05 et on parle de seuil à 5%. Soit z, une variable aléatoire qui suit une loi normale 0,1. On a vu qu'il existait un unique réel, u alpha, tel que la probabilité que z soit compris entre moins u alpha et u alpha soit égale à 1 moins alpha. Et bien voilà, cette probabilité-là donne un seul réel u alpha qui vérifie cette égalité. Donc ça, nous l'avons vu dans le cours précédent. Je reviens à mon théorème. Si une variable aléatoire xn suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors la fréquence de succès fn, qui vaut xn sur n associée, elle vérifie que la probabilité que fn soit compris entre ces deux bornes, inutile de les lire pour l'instant, la probabilité que fn soit comprise entre ces deux bornes, tend, quand n tend vers l'infini, vers 1 moins alpha. Si on regarde bien les deux bornes,
vous avez à l'intérieur le fameux U alpha dont j'ai eu besoin de vous rappeler tout à l'heure la définition. U alpha, il vérifie la probabilité que Z soit compris entre moins U alpha et U alpha vaut 1 moins alpha, où Z suit la loi normale 0. Donc je reviens à ce grand théorème, la probabilité que Fn soit comprise entre ces deux valeurs tend quand n vers l'infini, quand n tend vers l'infini, vers 1 moins alpha. Concrètement, qu'est-ce que l'on prendra? On prendra alpha qui vaut 0,05. Autrement dit, la probabilité va valoir 0,95, 95%, quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire que l'intervalle que vous allez donner ici, puisque moi ce que je vois ici c'est un intervalle, Fn est compris entre une borne inférieure et une borne supérieure, cet intervalle-là va contenir, pour n très grand, au moins 95% des valeurs. L'intervalle in, qui est donc p moins u alpha racine de p 1 moins p sur racine de n, p plus u alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n, cet intervalle-là est appelé intervalle de fluctuation asymptotique. Cela veut dire que pour n assez grand, et on va le clarifier tout à l'heure, Fn égale xn sur n prend ses valeurs dans cet intervalle avec une probabilité très proche de 1 moins alpha. Donc je le rappelle encore une fois, qu'est-ce que vous devez retenir absolument? C'est que dans le cas général, on prend comme seuil 0,05, et autrement dit, vous avez une probabilité proche de 95% de voir Fn prendre ces valeurs dans cet intervalle-là. J'ai schématisé en dessous la représentation de la loi normale, et vous voyez donc que c'est une approximation de ce que l'on a vu ici, dans ce cas particulier. Et donc attention, on a vu pour n assez grand, mais concrètement, pour utiliser cette théorie de l'intervalle de fluctuation asymptotique, vous allez entrer dans les hypothèses du théorème si vous avez réalisé dans le cas pratique n supérieur ou égal à 30, np supérieur ou égal à 5, et n fois 1 moins p supérieur ou égal à 5. Alors je présume que c'est encore un tout petit peu flou. Je vais vous proposer un schéma de synthèse des 3 classes de votre cycle terminal. Alors normalement, vous avez une petite idée de ces 3 années-là avec un schéma comme ceci. Ce que l'on voit en seconde est difficile, ça devient encore plus compliqué en première, et puis encore plus difficile en classe de terminale. Ici, je vous propose une autre lecture. La voici. On va tout d'abord se placer à gauche, dans la petite feuille bleue. En première, vous avez vu ce que j'ai appelé les calculs exacts, la définition de l'intervalle de fluctuation. I vaut A sur n, B sur n, où vous définissez petit a et petit b comme étant les nombres entiers qui vérifient la probabilité que xn soit plus petit que a et inférieur ou égal à 0,025, la probabilité que xn soit plus grand que b est supérieur ou égal à 0,025, et vous avez au moins 95% des fréquences qui appartiennent à cet intervalle-là. C'est l'intervalle de fluctuation. Précis, calcul exact. Grâce au cours de terminale, plus exactement grâce au théorème de Moivre-Laplace, et dans le cas pratique ça correspondra à la vérification des 3 hypothèses qui sont ici, si n est plus grand que 30, np est plus grand que 5 et n fois 1 moins p est plus grand que 5, alors vous pouvez vous mettre dans ce cas-là, qui est une approximation de ce que vous avez vu en première, et qui nous dit que vous pouvez donner un intervalle de fluctuation asymptotique, qui est rappelé en dessous ici, dans le cas particulier, donc, alpha égale 0,05, ou autrement dit, au seuil de 5%. Ou encore, puisque là la littérature dépend, si on se place d'un côté positif ou négatif, on peut parler également d'un seuil de 95%. C'est-à-dire que la probabilité que les fréquences appartiennent à cet intervalle-là est plus grande, supérieure ou égale à 95%. Et en fait, ce que vous avez vu en classe de seconde,
c'est une approximation de l'approximation. Je ne m'étends pas là-dessus, mais concrètement, on a majoré ici cette quantité, 1,96 racine de p fois 1 moins p, par 1. Et on se retrouve donc avec cet intervalle-là, p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, qu'on vous a donné comme ça en classe de seconde, en vous disant que c'était un intervalle de fluctuation. Donc voilà pourquoi en seconde vous parliez d'intervalle de fluctuation, qui est en fait une approximation de l'intervalle de fluctuation asymptotique, qui lui-même était une approximation de ce que vous avez vu en classe de première. Alors si on regarde un petit peu plus près les intervalles maintenant, l'intervalle le plus précis, autrement dit le plus petit, c'est l'intervalle de première. Il est forcément inclus dans l'intervalle de terminale, puisque ici nous avons une approximation par la loi normale de la loi binomiale. Et cet intervalle-là est également inclus dans l'intervalle que vous avez proposé en classe de seconde, qui est donc, des trois, celui qui propose la moins bonne approximation. Je vous propose maintenant de passer directement, et vous allez vraiment le comprendre je pense sur l'exercice d'application suivant, à la vidéo numéro 2.